bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu, reviendra sur quelques faits de l'actualité tels que traités par la rédaction de STV. Vous le savez, ce dimanche, on parlera du 80e anniversaire du débarquement en Provence où le président Paul Biya a pris la parole devant un parterre d'invités en présence du président français Emmanuel Macron. On reviendra également sur cette route entre Boné-Koupa et Yabassi qui a dû céder cette semaine et a occasionné des mesures provisoires pour un rétablissement définitif dans une quarantaine de jours. On reviendra sur la convention entre le gouvernement à travers le Premier ministre et l'entreprise Prométal, la conférence de programmation et budgétaire au niveau du ministère des Finances et le Conseil régional de Yaoundé qui table sur un ensemble de projets afin de désenclaver certaines localités de cette partie du pays. L'invité de ce dimanche n'est nul autre que Philippe Nanga, le coordinateur de l'organisation non gouvernementale Un Monde à Venir. Il parlera avec nous des questions de droits de l'homme, de l'organisation prochaine des élections présidentielles et quelques autres sujets d'actualité qui c'est peut-être la sécurité, notamment ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Philippe Nanga, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de participer à vos émissions et aussi un plaisir, oui j'ai envie de dire comme ça, de donner la vision, le regard de la société civile sur les questions qui meublent la quotidienneté des Camerounais. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, sachant évidemment l'expertise que vous avez à travers les sujets qu'on va traiter. Votre organisation est très ancrée et sur quotidien ces questions-là. Avant peut-être, on nous a vu renouveler une convention avec l'ambassade des États-Unis assez récemment du côté de Yaoundé, une initiative qui jusqu'à présent a certainement un impact sur le suivi de vos activités. D'abord, de quoi est-il question en termes de convention? Qu'est-ce qu'il rentre dedans? Alors, nous avons une convention avec les États-Unis, c'est vrai, qui nous accompagne sur plusieurs activités. D'accord. La plupart des activités accompagnées par l'ambassade des États-Unis concernent la démocratie locale, la démocratie locale, le renforcement de la démocratie locale, l'implication des jeunes dans la gouvernance locale et aussi évidemment les questions de protection des droits de l'homme, notamment au niveau local. Ce sont ces activités-là qui sont contenues dans les conventions que nous avons avec l'ambassade des États-Unis. Comme nous avons également une convention qu'on vient de signer aussi avec l'Union européenne qui concerne les élections. Ça aussi on vient de le faire. Ça concerne une initiative qui va nous permettre de déployer, n'est-ce pas, dans les prochaines semaines, prochains mois, des animateurs, des jeunes, des publics dans les 360 communes du Cameroun pour à la fois faire de la sensibilisation concernant les inscriptions électorales, mais faire aussi surtout l'éducation électorale. Parce que nous expliquons souvent que c'est bien d'accompagner les publics, hein, nous aussi on le fait, accompagner les publics à aller s'inscrire et tout, c'est très bien, mais il faut davantage éduquer les gens à comprendre les enjeux, n'est-ce pas, d'une élection. Ça permet de travailler sur la durée, parce que quand les gens vont comprendre pourquoi c'est important d'aller voter, quel est le pouvoir du vote, eh bien vous n'aurez plus besoin de les sensibiliser à aller s'inscrire. Ils vont aller s'inscrire, ils vont aller s'aligner pour s'inscrire. Non seulement ils vont s'inscrire, mais ils vont aussi travailler à protéger leur voix. Donc on aura des jeunes qu'on va déployer dans les 360 communes pour faire de l'éducation électorale. On va renforcer également la presse, n'est-ce pas, pour qu'elle accompagne de manière objective. Vous savez, la presse est au cœur de la démocratie et en période électorale, c'est un acteur clé, n'est-ce pas, pour animer l'environnement et surtout contribuer à la transparence électorale. C'est pour ça qu'on va renforcer
les journalistes aussi à mieux accompagner le processus électoral de façon objective pour essayer de se défaire, n'est-ce pas, de l'instrumentalisation et autres. Nous avons également renforcé les femmes sur le leadership féminin parce que c'est important. Nous sommes une société qui défend le droit de participation des femmes. Et nous pensons qu'il ne faut pas seulement prendre des décrets pour dire il faut qu'il y ait la femme là. Il faut davantage travailler avec les femmes pour qu'elles comprennent elles-mêmes l'intérêt de participer à la vie publique et politique. Il y a aussi un volet qui va accompagner, n'est-ce pas, les personnes handicapées, parce que c'est important que ces personnes souvent marginalisées, qu'elles soient accompagnées et qu'elles se sentent aussi partie prenante à la gouvernance politique. Élection de Cameroun fait quelques efforts depuis quelque temps à les prendre en compte avec le braille et autres des bureaux de vote spécifiques pour eux, mais ce n'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Donc nous allons travailler avec les personnes handicapées d'abord pour les sensibiliser et les accompagner à une forte participation électorale, mais aussi faire un plaidoyer auprès de l'Élection de Cameroun pour que l'élection garantisse leur participation en mettant en place des mécanismes d'incitation et surtout qui favorisent leur participation. Vous voyez, même si une personne handicapée a envie de participer et qu'elle doit aller s'inscrire à 3-4 km, ça n'est pas facile. Même si elle a envie d'aller voter et qu'elle a du mal à trouver son bureau de vote, c'est déjà pas facile pour la personne qui est valide et non handicapée. Mais pour les handicapés, c'est encore plus difficile. Et si jamais elle va, n'est-ce pas, dans son centre de vote et trouve que le bureau de vote est à l'étage, c'est un autre obstacle à surmonter. Donc nous allons essayer de travailler avec l'Élection de Cameroun pour que ça n'arrive pas, qu'il y ait des facilités pour les personnes handicapées, que les femmes comprennent mieux l'intérêt de participer, que les journalistes accompagnent mieux le processus électoral et surtout que tous les Camerounais s'intéressent à la vie politique. Parce que tout le monde s'est plaint, je dis tout le monde de manière, j'essaie de globaliser. Mais la plupart des Camerounais ne se sentent pas très à l'aise. Et par contre, nous, quand on discute avec des gens, on sent qu'ils ne comprennent pas encore suffisamment la place de la politique dans leur vie quotidienne. Et les gens pensent que si je suis Ben Sikiner, vraiment la politique, ça ne m'intéresse pas. Ils ne comprennent pas quel est, n'est-ce pas, le rôle, sinon la place de la politique dans le fonctionnement de son métier. Donc, la femme qui va au marché ne comprend pas toujours que les difficultés qu'elle rencontre. Comment renforcez-vous donc la participation civique et politique des jeunes dans la vie publique des citoyens? Ça, nous avons au moins 3 approches. D'accord. Une approche directe qui consiste d'abord à renforcer les jeunes. Parce que nous, on fait ce qu'on appelle l'éducation par les pairs. Vous savez, les jeunes ont leur code et ils savent se parler. C'est pour ça qu'on commence par former les jeunes, on les appelle les animateurs de proximité. Okay. On va en former 600 sur l'ensemble du territoire national. Et ces 600 personnes qui seront outillées sur les techniques d'animation, techniques de mobilisation, techniques de communication. Ce sont des formations séminaires sur le terrain? Des séminaires, c'est des formations en salle. Et nos formations, ce sont des ateliers. Parce que nous, on fait vraiment des ateliers de formation. On ne vient pas réciter des choses de la théorie, non, on vient partager des expériences, voilà. Et donc, quand on a nos 600 jeunes bien outillés, on les déploie sur le terrain vers tous les publics maintenant. Et là aussi, c'est toujours du direct. Ils vont parler au public, ils vont expliquer au public les enjeux de la participation civique et politique. Ça, c'est important. Et ils vont aller dans les associations de jeunes, expliquer aux jeunes l'importance de la participation politique et civique des jeunes. Parce que nous sommes un pays majoritairement constitué de jeunes, mais à l'observance, on voit bien que les jeunes sont absents dans les espaces de prise de décision politiques. Donc c'est un problème parce qu'à la base, ils ne s'impliquent pas. Absolument. Et donc du coup, ils sont même dans les partis politiques, on ne les voit pas beaucoup. On les voit dans l'animation des partis, mais au niveau des instances politiques, on ne les voit pas beaucoup. Donc ça, ils vont faire ce travail de terrain avec leur public. Et on a un autre volet qui concerne, n'est-ce pas, l'utilisation des médias, réseaux sociaux, où là-bas dedans, on diffuse des informations. Et nous avons aussi un autre volet qui va concerner, parce qu'on a les animateurs de proximité qu'on va former, on a aussi des gens qu'on a appelés les ambassadeurs de la cohésion sociale.
qu'on va former également, dont le rôle sera également de travailler sur la participation des jeunes à la vie civique et politique, mais aussi de travailler à renforcer la cohésion sociale en luttant contre les discours de haine. Parce que là aussi, les jeunes se trouvent souvent divisés. N'est-ce pas? Oui, mais toi, tu es de ceci, toi, tu es de cela. Et c'est eux qui sont les plus nombreux. Donc, les ambassadeurs vont travailler dans les réseaux sociaux davantage pour déconstruire les représentations qu'on fait des gens en fonction de leur lieu de naissance. Parce que vous savez, les gens ont construit, n'est-ce pas, des représentations sur la base des informations qui circulent aussi. On fait croire aux gens qu'on est différent selon que vous êtes de telle région ou de telle région. Les ambassadeurs vont aussi travailler là-dessus. Et donc nous pensons que ce travail va renforcer la participation civique et politique des jeunes. D'ailleurs, vous devez être témoin. Beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'on voit aujourd'hui les jeunes qui s'intéressent, je vais citer Cabral Libye et son parti, tout ça. Beaucoup de gens ne savent pas que les fondateurs de 11 millions, pour la plupart, ce sont des jeunes, n'est-ce pas, issus des activités de Monde à venir. Donc c'est eux qui ont pensé 11 millions qui a adopté, n'est-ce pas, Cabral Libye, et qui aujourd'hui est quand même, je vais dire, le leader jeune qui est soutenu par d'autres jeunes. Donc, et vous savez ce que ça vous coûte d'être considéré comme une organisation non gouvernementale, non pouvoir ou anti-pouvoir ou adversaire au pouvoir? Oui, ça nous coûte cette perception. C'est une perception, mais qu'on déconstruit rapidement parce que toutes nos activités, quand nous organisons, on invite le parti au pouvoir. Quand on forme les partis politiques, on invite les partis, y compris le parti au pouvoir. Même quand nous avons des cadres de concertation, nous invitons également le parti au pouvoir. Et vous savez, nos activités sont... Nous invitons toujours le gouverneur de la région littorale qui nous fait souvent le plaisir d'être présent par ses collaborateurs, les préfets et tout le reste. Donc, on nous colle cette étiquette parce que on refuse de distinguer, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, deux axes d'intervention de Monde à venir. On a un axe observation de la vie socio-politique. Et sur cet axe-là, on observe, on analyse, on propose, on dénonce quand il faut le faire. Donc c'est notre boulot en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme et des démocraties. Maintenant, on a un axe, n'est-ce pas, qui est accompagnement des publics, qui, n'est-ce pas, rassemble tout ce qui est renforcement des capacités, accompagnement des publics, éducation sur plusieurs choses, et même accompagnement, n'est-ce pas, des collectivités locales décentralisées. Vous savez que nous accompagnons beaucoup de mairies, n'est-ce pas, à améliorer la gouvernance de leur commune. Donc ça, c'est un travail que nous faisons. Et la plupart des communes sont tenues par les maires du parti au pouvoir. Bon, ça ne nous empêche pas, n'est-ce pas, d'aller. Il y en a. Vous voyez, cette perception, n'est-ce pas, qu'on nous colle, malheureusement, à agir sur certains responsables du parti au pouvoir, hein, parce que j'en profite pour dire ici qu'il y a des mairies qui ne se sentent pas à l'aise avec la collaboration avec nous. Et pourtant, nous venons pour accompagner. Ça n'a rien à voir avec le regard objectif que nous posons sur la gouvernance politique. Et dans ce cadre-là, quels sont les défis que vous rencontrez concernant notamment l'engagement des jeunes dans le processus politique et comment comptez-vous surmonter ces défis-là? Alors, le premier défi, c'est souvent... le premier défi, il est d'abord de convaincre les jeunes. D'accord. Parce que culturellement, on a une société qui considère que quand vous êtes jeune, vous devez attendre. Vous attendez, on va vous... Politiciens, l'école, aux écoles. Voilà. Vous devez attendre quand vous serez vieux, vous allez... Donc culturellement, il y a d'abord cette tendance pour les jeunes à attendre. D'accord. On a commencé à travailler là-dessus, ça fait plus d'une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je me réjouis personnellement de voir qu'il y a de l'engouement, de plus en plus d'engouement chez les jeunes qui s'intéressent aux questions civiques et politiques. Donc, c'est d'abord à ce niveau-là, n'est-ce pas, que nous avons travaillé par l'éducation. Vous savez, la petite histoire, nous avons commencé à travailler sur la citoyenneté, l'éducation à la citoyenneté il y a une vingtaine d'années. Et c'est la première activité qui m'a fait confronter à des difficultés avec les services de renseignement. Parce que dans les ateliers de formation sur l'éducation à la citoyenneté, effectivement, je montre aux jeunes ce que c'est qu'un citoyen, ce qu'il représente, son pouvoir. Le citoyen, c'est un acteur. On ne décide pas à sa place.
c'est lui qui décide de son avenir et tout. Donc je montre ça. J'ai déconstruit, n'est-ce pas, les représentations, les clichés qui font croire que un responsable administratif est un patron et qu'on doit obéir, ainsi de suite. Et donc, ça a valu que les renseignements commencent à me pourchasser partout, et même que j'ai des difficultés, tout ça, interpellé parce que je partageais ces expériences-là, ces connaissances-là avec les jeunes. Aujourd'hui, ça passe. Je peux me dire, je suis doublement heureux, parce que si vous regardez, j'ai reçu une distinction par le ministre de la Jeunesse, où il est bien écrit que j'ai reçu cette distinction pour mes activités d'éducation à la citoyenneté. En faveur des jeunes. En faveur des jeunes. Et donc, vous voyez que le thème citoyenneté, participation citoyenne, pour lequel j'ai été pourchassé par aujourd'hui, est repris par le gouvernement. Si vous regardez la SND 30, la stratégie nationale pour le développement pour 2030, vous allez voir qu'il est contenu à l'intérieur, n'est-ce pas, toute une rubrique sur la participation citoyenne. Donc, ce n'est plus, on ne craint plus de parler de participation citoyenne. Ça veut dire qu'ils ont fini par comprendre que, à la réalité, on a besoin d'avoir des citoyens si on veut que notre pays se développe. D'accord. On va peut-être prendre le premier reportage. On revient sur la sortie du président Paul Biya en France à l'occasion de la célébration, de la commémoration du 80e anniversaire du débarquement en province. C'est un résumé de Léla Rengarze. Il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, sans les Noirs et autres tirailleurs africains. Paul Biya rend hommage à l'armée du débarquement de Provence il y a 80 ans. Dans le discours prononcé à cette occasion, le chef de l'État camerounais, en rappelant le rôle joué par les combattants venus d'Afrique, a également tenu à peindre le monde tel qu'il se présente aujourd'hui. Avec le droit international diversement interprété, la violation flagrante de la souveraineté des États, l'instrumentalisation des droits de l'homme, la volonté permanente de dominer, d'exploiter et de construire un monde à son unique avantage, la guerre qu'on pensait éloignée frappe à nouveau aux portes de l'Europe, dixit Paul Biya, qui interpelle la responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la liberté dans le monde, car si rien n'est fait, le monde se dirige de nouveau vers une ou plusieurs guerres aux conséquences incalculables. Le président camerounais préconise le dialogue et une approche concertée pour la résolution des conflits. La cérémonie d'hommage, qui intervient quelques semaines seulement après la commémoration du débarquement de Normandie, a vu la présence de nombreux chefs d'État africains, dont celui du Gabon, des Comores, du Maroc, de la Centrafrique et du Togo. Tous réunis aux côtés d'Emmanuel Macron dans le sud de la France, pour le 80e anniversaire de l'opération Dragon en 1944, épisode méconnu mais essentiel à la libération. Avec notre invité, on va progresser dans cette émission et parler à présent des conflits armés au Cameroun, notamment la crise dans les régions du nord-ouest et la menace à l'extrême nord de Boko Haram. Philippe Nangon, c'est que vous travaillez beaucoup sur ces questions-là. Peut-on à ce jour avoir un aperçu global de la situation? Commençons peut-être d'abord par les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On parlera de l'extrême nord après. Oui, c'est bien qu'on en parle parce que malheureusement la communication officielle laisse croire qu'il n'y aurait plus grand-chose à dire de ce coin-là. Et pourtant, quotidiennement, on recense encore des multiples exactions qui sont commises dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. On recense encore des morts, n'est-ce pas, énormes dans ces deux régions. Les derniers chiffres, si vous voulez, pour les 3 dernières années, je vous partage les 3 dernières années au regard des rapports que nous produisons tous les ans, nous présente 1571 personnes tuées, n'est-ce pas, en cumulatif. Oui, en cumulatif pour les 3 dernières années. Ça, c'est ce que nous, on documente. C'est-à-dire ça peut être beaucoup plus que ça. Il faut dire que les 3 dernières années sont considérées comme les 3 années où la guerre est presque finie. Absolument, il y a une forme de relâchement dans le conflit. Vous voyez qu'on est à presque 1600 personnes tuées. Si vous rajoutez donc avec ce qui a été déjà documenté comme personnes tuées, on pourrait être aujourd'hui à peut-être 7 millions
7000 personnes. Votre technique d'approche, évidemment, c'est les descentes sur le terrain, les recoupements à travers les différentes sources et le reste. Bien sûr, nous avons des équipes sur le terrain. D'accord. Tous les jours, on documente quand on a une information. Évidemment, c'est pour ça que si je vous dis, dans nos rapports, il apparaît 1571 personnes. C'est au moins 1571. On aurait un peu plus que cela si on allait plus loin. N'est-ce pas, en prenant en compte tout ce qu'on a comme information. Absolument. On peut nous dire qu'il y a eu 10 personnes tuées là-bas, mais si on n'a pas les évidences pour les 10 personnes tuées, on ne va pas nous comptabiliser 10. On va peut-être avoir 6 personnes pour lesquelles on a les évidences, et donc Absolument. On va vous dire qu'on a au moins 6 personnes tuées sur cette affaire, même si l'opinion laisse croire que c'est 10 personnes. Donc pour vous dire que... Donc voilà, les enlèvements, les cas d'enlèvement, il y en a encore, malheureusement beaucoup. Et nous avons commencé à documenter aussi de façon distincte nos forces de défense et de sécurité qui sont tuées là-bas. Et donc depuis 2022, fin 2021, 2022-2023, on a presque 200 personnes tuées, n'est-ce pas, de nos forces armées de sécurité dans ces deux régions. Donc, pour dire qu'on perd beaucoup, n'est-ce pas, de personnes dans ces deux régions, et ça continue. Donc, les arrestations, on a documenté pour les 3 années près de 1500 personnes arrêtées. Donc, l'année dernière, 2023, à peu près 1000 personnes arrêtées, n'est-ce pas, dans ces deux régions-là. Donc, pour dire que ça se poursuit... Ces personnes, ce sont les séparatistes? Non, les personnes arrêtées, c'est les civils, pour la plupart. Pour la plupart, c'est les civils, n'est-ce pas, qui sont arrêtés. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans ces deux régions? Il se passe dans ces deux régions que il y a une sorte de confusion générale, généralisée, parce que les gens qu'on appelle les séparatistes, en réalité, ce n'est pas des Tchadiens, ou bien ils ne viennent pas d'autres pays, ce sont les enfants de la région, de ces deux régions. Donc ils ont des cousins et des cousines qui sont dans la ville. Il peut se trouver simplement que si on soupçonne que vous avez une personne, n'est-ce pas, qui s'est retranchée en brousse et qui passe pour être séparatiste, dans votre famille... Quand vous arrêtez pour rire, je veux dire que parmi ces 1000, il n'y en a pas qui est pratiquement pris des armes ou qui ne sont pas impliqués dans le conflit? Ben, quand les gens sont impliqués dans le conflit, ou alors quand on a arrêté quelqu'un dont les faits sont établis, ça apparaît dans notre rapport, qu'il y a des faits établis, que celui-ci, c'est un séparatiste. Parce que des fois, comme vous savez, ils ont des leaders, ils ont des chaînes de télé d'ailleurs, et donc eux-mêmes reconnaissent souvent quand il y a un des leurs qui est arrêté ou bien qui est tué, et reconnaître que ça c'est un des nôtres. Donc ça on peut aussi documenter. Maintenant il se trouve simplement que des fois dans les villages on fait des rafles, comme on en fait aussi souvent ici dans les grandes villes. Donc là-bas c'est encore récurrent. Des fois on rafle des gens dans une zone où on estime que les séparatistes pourraient se réfugier dans cette zone-là. Donc on va rafler des gens et malheureusement quand on prend ces gens-là, on va extorquer de l'argent, souvent chez des personnes. Ça, malheureusement, ça arrive que des personnes témoignent, n'est-ce pas, avoir été obligées de piller pour être libérés. Donc, les arrestations, c'est très souvent les civils, n'est-ce pas, qui sont victimes de cela. Et certains recouvrent la liberté, d'autres pas du tout. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Ce qui a fortement diminué, c'est les incendies des maisons qui ont fortement diminué, parce qu'avant c'était aussi très récurrent, mais ces 2 dernières années, on a très peu de cas d'incendie des maisons comme on en a connu pendant longtemps. Il y en a encore, c'est pas fini, mais il y en a toujours, mais le nombre a considérablement diminué ces 2 dernières années. Voilà un peu... Sur les enlèvements, les tueries... Les enlèvements également, ça se poursuit. On a aussi dénombré plusieurs centaines de personnes enlevées ces 3 dernières années, même cette année seulement, puisqu'on a un rapport qui est en finalisation là, pour le premier semestre. Là-dedans, il ressort encore les personnes tuées.
des personnes enlevées. Et on est en train de finaliser la collecte, les recoupements d'informations avant diffusion. Donc, ça se poursuit, il y a encore des zones où il est très difficile de pénétrer aujourd'hui. Les écoles restent pour la plupart toujours fermées, ça c'est une réalité, toujours fermées. Et souvent, si vous voulez que votre école fonctionne, c'est ça qui est la réalité aussi là-bas, si vous voulez que votre école fonctionne, vous êtes obligé de négocier avec des personnes qui passent pour être des séparatistes. Il y a une sorte de mutation de la lutte aujourd'hui, c'est que à côté des gens qui se défendent comme étant des séparatistes, il y a quand même des groupes, n'est-ce pas, des grands bandits qui sont constitués et qui arnaquent, qui tuent même des gens et qui font des enlèvements contre rançon. Et donc du coup, ça crée une sorte de confusion dans la zone aujourd'hui où vous avez des gens qui commettent des exactions que les séparatistes, eux, se défendent de ne pas faire. Généralement, quand les séparatistes ils vous disent que eux, parce que on dénonce, nous dénonçons, n'est-ce pas, les actions qui sont commises par les séparatistes, bien sûr, par les groupes armés non gouvernementaux. Et donc, des fois, ils vous répondent que eh ben, ce sont des personnes que nous avons ciblées comme étant des complices, n'est-ce pas, du gouvernement pour les dénoncer. Mais dans leur agenda, en fait, ils ne s'attaquent pas aux civils, selon, n'est-ce pas, leur protocole. Mais sauf que dans un environnement où justement des groupes se sont constitués non contrôlés par personne et qui commettent des exactions diverses et dont personne ne répond de ces exactions, ça devient difficile. Oui, mais on a également vu des images où eux-mêmes se revendiquent des enlèvements, des attaques dans des établissements dans nos rapports, hospitaliers, scolaires et autres. Dans nos rapports, vous allez voir dans nos rapports, nous distinguons très bien les exactions qui sont commises par les forces gouvernementales et les exactions qui sont commises par les groupes armés non gouvernementaux. Donc, parce que il faut bien essayer de voir clair. Vous savez, aujourd'hui au niveau international, on condamne même les groupes armés, n'est-ce pas, non gouvernementaux, parce que si on recoupe un certain nombre d'informations et qu'on considère qu'il y a un chef, quelqu'un qui s'identifie comme un chef rebelle et qui commet, n'est-ce pas, des exactions, des tueries et tout, il peut être poursuivi au niveau international. Bien sûr. Donc c'est pour ça que des organisations aussi documentent, n'est-ce pas, pour que s'il y a des gens visiblement constitués pour commettre des tueries en masse, ils peuvent être poursuivis plus tard. Donc nous partageons nos rapports, ça il faut le dire, avec le gouvernement, avec le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, le ministre de l'administration territoriale. Et jusqu'ici, nous avons à chaque fois reçu, n'est-ce pas, d'ailleurs on a reçu une note du ministre de la Défense qui en tout cas pas nous remerciait, mais qui reconnaissait le travail que nous faisions et nous encourageait, n'est-ce pas, dans ce travail-là, pour dire que nous essayons d'être le plus objectif possible en ne présentant que les faits et attirons l'attention du gouvernement. Parce qu'il faut dire que ce conflit a un côté politique et un côté essentiellement sécuritaire. Et donc, nos forces armées et de sécurité sont dans l'aspect sécuritaire. Ce n'est pas à eux d'arrêter. On les envoie là-bas, ils font ce qu'ils font, ils font leur boulot. Voilà. Même si nous rappelons toujours aux forces armées que sur le plan du droit, c'est l'individu qui répond de son acte. Donc vous n'allez jamais tuer quelqu'un et penser qu'on va condamner l'État du Cameroun. Vous serez poursuivi en tant qu'individu, même si l'État du Cameroun va être poursuivi au niveau international. Donc il faut faire attention de commettre un crime en disant que j'ai été envoyé. Non, vous avez le droit de dire non, parce que sur le plan international... Il faut respecter les droits de l'homme, comme c'est d'ailleurs le cas en ce moment sur certains... Donc nous le disons à ces personnes-là qu'il faut faire attention. Mais nous attirons l'attention pour dire surtout que les décisions politiques doivent être prises pour éviter que les forces de défense se retrouvent en train de commettre des exactions et même en train de mourir, comme nous documentons depuis quelque temps. D'accord. Alors, comment cette crise affecte-t-elle les communautés locales en termes de sécurité, d'accès aux services essentiels des conditions de vie? Mais je peux vous garantir qu'un grand nombre aujourd'hui se sont délocalisés parce que ça devient difficile de vivre dans le sud-ouest et le nord-ouest, sauf dans les grandes villes. Parce que des fois, quand vous discutez avec les gens, vous dites oui, moi j'étais à Buya, j'étais à Limbe,
J'étais à Bamenda. Oui, mais oui, le nord-ouest, le sud-ouest ne se résume pas à Buea, Limbe et Bamenda. Même quand vous êtes à Buea, vous ne pouvez pas aller à plus de 5 km. Hein. Vous commencez à sentir la pression. Donc ça se limite là, à la grande ville, au centre-ville. Donc la vie sociale est affectée. Vous savez que jusqu'à maintenant, à l'heure où je vous parle là, le Ghost Down, c'est pour tous les lundis, ça se poursuit. Ça veut dire que le lundi, même les services administratifs sont fermés. Vous imaginez, dans un pays où on impose aux services publics de ne pas fonctionner une journée ouverte, et ça dure plus de 5 ans maintenant, c'est un problème. Les étudiants ont du mal à aller à l'école parce qu'ils peuvent être enlevés à tout moment contre rançon, puisqu'on a dit qu'il y a plein de groupes qui existent maintenant. Donc, quand vous avez des activités là-bas pour fonctionner, c'est très difficile parce que si vous voulez voyager, si vous avez une activité le lundi hors du nord-ouest et du sud-ouest, vous devez partir au plus tard dimanche. Parce que le lundi, vous ne pouvez pas voyager. Absolument. Ce sont des problèmes que ça pose. Nous, par exemple, quand on a des séminaires et qu'on invite les gens du sud-ouest, du nord-ouest, si le séminaire, c'est mardi, on est obligé de faire voyager les gens le dimanche. Donc, ils viennent 2 jours avant, absolument, alors qu'ils sont à 100 km de Douala pour ceux qui sont à Buea. Donc, vous voyez que ça pose un problème énorme en termes de coûts financiers, n'est-ce pas, pour prendre en charge les personnes de ces régions-là. Et donc, eux-mêmes, quand ils ont des activités, c'est la même chose. S'ils ont une activité personnelle le mardi, il faut partir le dimanche, donc 2 jours avant. Donc, sur le plan économique, ça pose un gros souci financier aux populations qui, aujourd'hui, ne s'en sortent pas. Et c'est pour ça que la plupart, ceux qui ont les moyens, se sont délocalisés. Vous allez voir que, si je prends seulement le cas de Douala, il y a aujourd'hui des quartiers qui sont constitués à plus de 60% des Mambanda, bref, tout ce qui est Bonabéry. Ouais. Donc, il y a des quartiers qui s'écrivent 21, si vous allez à 21, à 20, 21, 22, 23, vous allez trouver des quartiers qui sont en train de se constituer que des personnes déplacées. Donc, pour vous dire que les écoles qui s'écrivent à Douala, les écoles anglophones qui s'écrivent à Douala, il y en a aujourd'hui plus d'une 50aine d'écoles. Il n'y en avait pas il y a 5 ans, 6 ans. Ce sont des gens qui viennent de ces 2 régions-là, qui sont complètement délocalisés de ce côté. Et donc, et ils y sont toujours. Alors, pour dire que ça a un coût sur le plan économique, ça a un coût sur le plan social, parce que les enfants qui ont été obligés de quitter leur zone, n'est-ce pas, pour aller dans d'autres zones pour cause de ce conflit-là, sont détachés du point de vue culturel. Absolument. Vous avez un enfant qui était dans un environnement avec une culture bien connue, qui va se détacher pour venir aujourd'hui s'attacher à d'autres cultures, pour repartir peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, quand la paix va revenir dans ces zones-là. Et donc, il va se trouver, n'est-ce pas, une sorte de déconnexion difficile à reconnecter entre ces jeunes-là et leur terre de départ. Et les populations qui continuent à vivre sur place? Je vous ai dit, les populations qui continuent à vivre sur place, c'est souvent dans les grandes locales, dans les grandes villes, comme Buea, Limbe ou Bamenda. Elles ne sont pas aussi nombreuses. Maintenant, beaucoup vivent, n'est-ce pas, au risque. Vous allez voir qu'il y a des endroits où, à partir d'une certaine heure, vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes obligé de vous retrancher dans votre maison. Vous ne pouvez pas aller à plus d'1 kilomètre. Moi, vous allez à certains endroits, là-bas, on vous dit attention, là où vous êtes là, ne traversez plus 1 kilomètre. Parce qu'à 1 kilomètre, ça devient dangereux. Donc, ils vivent sous la peur, sous la terreur. Ça, je vous dis, si vous allez aujourd'hui encore dans certaines villes, dans certains villages, eh bien, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie parce que la vie est rançonnée par ces groupes qui existent. Si vous allez en congé dans votre propre village, vous devez aller payer une certaine taxe pour rester en sécurité. Pour rentrer dans votre propre village, vous devez payer une rançon pour rentrer dans votre propre village. Quand il y a un deuil, n'est-ce pas, dans des villages là-bas, vous devez rançonner, vous devez payer de l'argent
pour traverser et aller, n'est-ce pas, faire votre deuil au village. Voilà comment les gens vivent là-bas. Ils ne vivent pas qu'ils sont en sécurité, non, ils vivent parce qu'ils sont obligés de mettre un peu de moyens, n'est-ce pas, pour s'en sortir quotidiennement. Et alors, comment travailler davantage pour promouvoir la paix et le dialogue entre les différentes parties prenantes dans ce conflit? Je veux dire, il y a eu le grand dialogue national, il y a eu des échanges de coulisses qui se sont faits. Aujourd'hui, que doit-on faire de plus pour ramener définitivement la paix dans ces régions et que peut-être les populations déplacées puissent regagner leur localité? Il faut simplement arrêter dans un premier temps, des solutions cosmétiques parce que malheureusement, notre gouvernement, comment il s'est comporté face à cette crise, il a d'abord commencé par nier qu'il n'y avait rien du tout et à un moment, il a commencé par, n'est-ce pas, prendre des mesures que je considère comme des mesures cosmétiques pour faire croire à l'opinion qu'il y a des choses qu'ils ont faites. Ça ne marche pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'engager véritablement à la résolution des problèmes qui ont été soulevés par les populations de ces deux régions. Parce qu'il y a eu un groupe qu'on a appelé le consortium, qui avait un cahier de charges, qui avait des problèmes qu'ils avaient soulevés, qui étaient des problèmes culturels, des problèmes économiques, des problèmes de développement, des problèmes d'intégration. Donc, qu'il faut prendre en compte. Oui, mais le grand dialogue national devra avoir pris en compte ces problématiques. Et on a pu voir quand même qu'il y a eu un certain nombre d'actions, des décrets et la loi qui a été modifiée qui s'est peut-être accéléré la décentralisation pour les questions politiques et la création des écoles dans les régions concernées pour une meilleure intégration des problématiques académiques et scolaires de ces régions-là. On a pu voir quand même des initiatives avec la décentralisation, la création des niveaux décisionnels sur le plan régional. Non, oui. Quand moi j'échange avec les leaders de ces deux régions-là, malheureusement vous ne pouvez pas, M. Dikita, vous êtes à Douala et vous pensez que vous pouvez vous réunir à Douala et trouver des problèmes, résoudre les problèmes qui sont à l'ouest, sans associer les gens de l'ouest qui ont porté le problème. Le consortium a existé, il avait à sa tête Maître Agbombala qui est connu, bien sûr, qui a fait 8 mois de prison, qui est sorti, qui est là. On se rencontre tout le temps. Et malheureusement, il y a eu des résolutions, lui-même il a souvent fait allusion à ça, il y a eu des résolutions lors de ce qu'ils ont appelé le grand dialogue qui n'ont jamais été implémentées. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-bas qui n'ont jamais été implémentées. Le nœud du problème, c'était la reprise en main, n'est-ce pas, de la gouvernance politique, sociale, économique, n'est-ce pas, de ces régions-là, par les personnes de cette localité. Parce qu'il s'est trouvé que le président de la République, M. Biya, l'a reconnu en France quand il a dit, en fait, on était parti pour une sorte d'inféodation des anglophones. Il a reconnu. Et c'est ça qui a amené, n'est-ce pas, les anglophones, on va dire comme ça, là, à se soulever. Donc maintenant, comment on fait? Et pas tous, en fait, c'est ceux qui ont pris les armes, les séparatistes, ceux qui ont contesté. Alors, pratiquement tous ont contesté la gouvernance politique du Cameroun. Ouais, maintenant, il y a les extrémistes qui ont pris les armes, ça c'est autre chose. Mais je vous dis, moi, c'est une zone de travail. Pour moi, à un moment, quand je suis avec mes amis là-bas, ils étaient tous d'accord que le problème existe. Absolument. D'ailleurs, j'étais un jour à Buya, le professeur Claude Abbé, il peut m'écouter là. On avait un séminaire là-bas, et donc il était un des formateurs. Le soir, on est sorti faire des tours, parce que c'est quelqu'un qui est curieux, comme moi aussi. Donc voilà, on est sorti se balader le soir à Buya, cherchant aussi quelque chose à manger. Donc, comme ça qu'on a rencontré par hasard quelqu'un qui l'a remarqué, lui, Claude Abbé, un enseignant d'université, et on a commencé à discuter de la situation. Et ce monsieur nous a dit, la situation là, nous étions pratiquement en 2019, je pense, hein, en 2019. 3 ans après le début du conflit. Voilà. Donc, ce monsieur nous a dit que ce qui se passe actuellement dans le nord et le sud-ouest est connu de tout le monde, y compris les enfants. Il nous a dit le problème des anglophones. Les anglophones considèrent
qu'ils ont été marginalisés, qui ne sont pas pris en compte. Et cette information, il nous a dit cette information est partagée de génération en génération. Il nous a dit, moi j'étais gamin, on me parlait déjà de cela. Mes enfants sont au courant. C'est-à-dire, on n'a jamais réglé le problème de la réunification du Cameroun. Ça n'a jamais été réglé. Et l'information se partage dans toutes les familles, de génération en génération. Il nous a dit ça. Pour vous dire que c'est un problème collectif. Il se trouve simplement qu'il y a les extrémistes, il y a les modérés, ainsi de suite. Les gens qui pensent qu'on peut vivre avec. Absolument. Et ceux qui pensent que non, à un moment, il faut arrêter. Absolument. Tout simplement. Donc c'est un problème collectif qui est connu, n'est-ce pas, de tous les gens-là. C'est pour ça qu'il faut le traiter avec ces personnes-là, en touchant le problème lui-même, en discutant avec les leaders. Je vous ai parlé de Agbombala qui était le président du consortium, qui a fait la prison. Il est là. Moi, j'ai souvent discuté avec lui. À quel moment on s'adresse, on l'appelle pour lui demander comment on fait pour sortir définitivement de cette affaire. C'est lui qui était le porteur des revendications. C'est à lui qu'on avait confié la charge. Que voilà, tu es notre président. Il est là. On ne l'a jamais appelé pour lui dire, ok, viens. Il était au Grand Dialogue National. Il était au Grand Dialogue et je peux vous garantir qu'il n'est pas loin d'être déçu. Parce qu'ils ont effectivement proposé des choses là-bas qui n'ont pas été respectées. Qui n'ont pas été respectées parce qu'il était parti justement avec la volonté. Dans un premier temps, ils avaient dit qu'ils ne partaient pas. Après, ils ont dit, okay, allons voir. Pourquoi ils ne disent pas qu'on n'est pas allé et donc il n'y a pas eu de propositions. Ils sont ici, ils sont partis et ils ont fait des propositions qui n'ont pas été prises en compte jusqu'aujourd'hui. Parce que ce problème qu'on appelle, entre guillemets, le problème anglophone, en réalité, doit être traité d'abord par les leaders de ces deux régions-là. On ne peut pas, on a noyé le problème anglophone dans le grand dialogue en évoquant d'autres problèmes. Vous voyez? Donc le grand dialogue n'a pas été organisé exclusivement pour parler du problème. Le problème anglophone est apparu, n'est-ce pas, en minima, n'est-ce pas, au cours de ce grand dialogue. C'est ça le problème. Et nous avons toujours décrit le fait que la grande majorité des participants à ce grand dialogue n'en savaient pas grand-chose, n'est-ce pas, de la crise anglophone. Encore, pour certains même, étaient des personnes qui estimaient qu'il n'y avait pas de problème, sinon il fallait égorger tout le monde là-bas pour en finir. Donc, nous pensons que si on veut en sortir, il faut se rapprocher des leaders connus qui ont porté le dossier, qui sont là, qui sont des personnes modérées, qui n'ont jamais pris les armes et qui n'attendent qu'à ce qu'on les appelle, qu'on les fasse asseoir et qu'ils fassent des propositions concrètes et qu'ensemble, ils construisent des solutions politiques. Parce que le problème anglophone, ce n'est pas un problème de construire une école. Malheureusement, ce sont des solutions trop cosmétiques. J'ai envie de dire trop cosmétiques. Les anglophones n'ont jamais dit on n'a pas d'école. On n'est pas. Non. Le problème politique, il est profond. Il faut le régler en profondeur, n'est-ce pas? Parce qu'il est lié à l'histoire du Cameroun. Comment on règle ce contentieux? Pour certains là-bas, il faut le fédéralisme absolument. Comment trouver une solution médiane, à défaut, n'est-ce pas, d'adopter le fédéralisme? Mais c'est avec eux qu'il faut discuter. La décentralisation. C'est avec eux. La décentralisation, ça peut aller, hein, mais il faut un contenu. Parce que même le fédéralisme, c'est un contenu. Ce n'est pas le terme fédéralisme qui suffit. Je vous prends un pays comme le Congo. Là-bas, c'est la décentralisation. Mais les provinces, comme on les appelle là-bas, sont autonomes, comme des fédérations, avec des gouvernements autonomes. Donc, ce n'est pas le fait de dire décentralisation qu'on ne peut pas avoir un contenu aussi efficace que le fédéralisme, une fédération. On parle de Boko Haram dans un instant. Le temps pour nous de retourner à la régie et de revenir sur cette autre actualité en cas de société. La route Boné-Poupayaba, si vous l'avez certainement vu sur cette antenne, a été fragilisée et coupée cette semaine. Le gouverneur de la région du littoral y a fait un tour, tout comme le ministre des Travaux publics. Résumé de la situation. L'incident s'est produit aux premières heures de la matinée, 4 heures du matin selon les riverains. Nouvellement construite, la route Boné-Poupayabassi, dans le CAM, s'effondre sur une distance de près de 100 mètres, entraînant un véhicule pick-up. À l'origine du drame, les autorités administratives descendues sur le terrain pointent du doigt les changements climatiques observés ces derniers jours dans la région du littoral. De prime abord, nous constatons effectivement que la forte pluviométrie que nous connaissons dans la zone
a nécessairement influencé la partie souterraine de cet ouvrage. Et je voudrais déjà dire que le gouvernement de la République a rapidement instruit que nous puissions descendre sur le terrain. Et n'est-ce pas, cette descente sera suivie immédiatement par une équipe ministérielle des travaux publics et des experts qui vont descendre rapidement pour trouver solution à cette situation. En attendant, la circulation sur l'axe qui dessert plus de 15 000 personnes est restée paralysée tout au long de cette journée. D'ailleurs, les gros porteurs sont interdits d'y rouler, entre autres mesures prises dans l'immédiat. J'ai instruit le préfet du département du Cap de prendre rapidement un communiqué qui sera appuyé d'une interdiction de circulation pour les gros porteurs. L'ingénieur en chef de l'entreprise qui a eu à réaliser ceci propose à l'immédiat qu'on puisse déplacer les glissières en béton, faire en sorte que l'espace puisse être donné aux petits véhicules. D'ailleurs, d'autres instructions seront données pour éviter que pareil drame ne se reproduise ailleurs. Là, ce qui reste à bitumer, c'est-à-dire Douala Bonepouva, a des situations de fondrières qu'il faudrait traiter d'une manière spéciale. Nous pensons que, profitant encore de cet incident, nécessairement les mesures devant traiter les fondrières devront s'appliquer également dans ce secteur. Sur la page Facebook du ministère des Travaux publics, on apprend que les équipes s'attellent désormais à aménager la déviation pour assurer la circulation des usagers. La page rappelle que les travaux de construction de cette section sont assurés par l'entreprise Bunz et que ceux-ci n'ont pas encore été réceptionnés. Par ailleurs, poursuit-elle, les dispositions des marchés prévoient pour un projet en cours d'exécution une assurance tout risque qui permet le cas échéant de prendre en charge des incidents comme celui survenu ce 14 août 2024. Notez effectivement que le ministre Emmanuel Nganou Messi a également fait une descente sur ce trajet-là et puis un certain nombre de mesures ont été prises, notamment d'abord l'ouverture d'une déviation pour permettre à la circulation de se poursuivre normalement et puis des études géotechniques, géomorphologiques et ainsi de suite, géomorphiques je pense, pour que tout soit remis en place et que cette voie soit rétablie assez rapidement pour le désenclavement de cette route-là. L'entreprise qui a effectué les travaux a été remobilisée donc à cet effet. Philippe Nanga, poursuivons avec la situation de Boko Haram dans l'extrême nord. Quelles sont les principales préoccupations des populations ou du moins des personnes affectées aujourd'hui pour les communautés dans cette zone sous la menace de Boko Haram? Qu'est-ce qu'elles espèrent? Comment elles vivent ça? Qui sait peut-être quelles sont les initiatives rassurantes prises aussi de ce côté sur la base des observations que vous faites en tant qu'ONG? Alors, les populations sont aussi, autant que celles du nord et du sud-ouest, affectées par le discours officiel qui laisse croire que tout va bien. Et pourtant, il y a encore beaucoup d'exactions, des incursions de Boko Haram dans l'extrême nord et même au nord, dans la région du nord. Nous avons documenté ces dernières années, donc les 2 dernières années, environ 70 personnes tuées, n'est-ce pas, dans les régions du nord et de l'extrême nord par Boko Haram. Les incendies des espaces, des champs et tout, ça se poursuit. L'année dernière, on a eu le déplacement de plusieurs centaines de personnes, n'est-ce pas, dans les localités de l'extrême nord, n'est-ce pas, vers les localités du nord et même de la Damawa. Donc, je pense qu'il y a eu une sorte de relâchement, du gouvernement à faire la sécurité dans ces localités. Et il y a aussi un autre problème, c'est les jeunes repris qui ont été installés dans les centres TDR qu'on a mis en place là-bas. Apparemment, les informations que nous avons, les résultats se font encore attendre. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui se sont rendus, qu'on a mis dans les centres, soi-disant pour qu'ils reçoivent des formations et qu'ils soient réinsérés socialement. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et donc la tendance, ce qui est de nouvelles recrues chez Boko Haram,
et que même les anciens qui s'étaient rendus... Les DDR ne fonctionnent pas. Oui. On a vu Fayengo Francis, qui allait le responsable, faire des descentes justement pour vérifier de temps en temps comment ces structures essaient de déjà attirer les jeunes qui ont pris des armes, les désarmer et puis les réinsérer. Oui, je vous garantis que dans l'extrême nord, ça a du mal à fonctionner. En tout cas, les informations, nous avons fait des descentes également là-bas à travers nos équipes qui sont locales là-bas, qui nous renseignent effectivement que les résultats se font attendre. C'est-à-dire que apparemment, les moyens n'ont pas été mis à disposition pour que les formations, n'est-ce pas, soient effectivement disponibles pour ces jeunes-là et qu'ils soient reconduits en famille, n'est-ce pas, pour s'occuper à travers des petits métiers. Donc tout ce processus-là, et même les conditions d'hébergement, ça on a reçu des informations. C'est depuis le départ ou bien ça date de récemment? Non, c'est récent, je vous parle des informations, pas depuis le départ. Je vous dis encore jusqu'à l'année dernière, les informations documentées nous montrent bien qu'il y avait encore des soucis, n'est-ce pas, d'encadrement de ces jeunes-là, en termes de formation, de réinsertion. Okay. Donc, et même, il s'était mis en place, comment ils ont appelé ça, les autodéfenses et tout, qui aussi, à un moment, se plaignaient de ne pas disposer de moyens pour se défendre. À ce jour, c'est réglé? À ce jour, on ne peut pas dire que c'est réglé, puisque cette semaine encore, nous avons reçu une information, n'est-ce pas, d'une situation, d'une incursion de Boko Haram dans un village à l'extrême nord. Donc ça se poursuit, les exécutions de Boko Haram. Mais parce que tout à l'heure, vous parliez du relâchement au niveau des forces de sécurité, et pourtant, aucun centimètre du territoire n'est pris par Boko Haram. On peut comprendre qu'il y a des incursions, mais assez rapidement, il y a des mécanismes qui ne permettent pas à Boko Haram de s'installer sur notre territoire. Alors, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas dans notre territoire. Je ne peux pas l'affirmer, puisque je ne suis pas sûr qu'ils partent du pays voisin, le Nigeria, pour faire des incursions jusqu'à dans des villes qui sont quand même à plusieurs centaines de kilomètres, n'est-ce pas, avant de repartir. Vous savez, la particularité de l'extrême nord, c'est que c'est du nord, en tout cas des régions du Grand Nord, ce sont des régions extrêmement vastes. Extrêmement vastes. Et étendues, de sorte que vous avez des localités qui dépendent pratiquement du Nigeria. Vous allez au marché, c'est le Naira et tout, qu'on utilise là-bas, c'est les Nigériens et tout, quoi. Parce que c'est, voilà, et là aussi, c'est que notre système de gouvernance n'a pas occupé ces endroits-là, n'a pas permis que ces endroits soient occupés par des Camerounais qui puissent investir, et ainsi de suite. Donc ça laisse le champ, n'est-ce pas, à d'autres nationalités de s'installer, de s'y installer. C'est pour ça que je ne peux pas affirmer qu'ils ne sont pas dans notre territoire. Mais ce qui est certain, les incursions, il y en a toujours. Avec des villages qui sont encore souvent brûlés, des personnes qui sont arrêtées, détenues, voilà, des demandes de rançon et tout ça. Donc ça se poursuit encore jusqu'à date. Je vous dis, cette semaine, nous avons eu encore des informations, n'est-ce pas, sur des personnes des villages qui ont eu le malheur, n'est-ce pas, de vivre ces incursions-là, avec des arrestations de personnes et des tueries. Donc, ce sont des choses qui se font tout le temps. Et quand je parle de relâchement, parce qu'à un moment donné, il y avait une sorte d'accalmie. Il y avait une sorte d'accalmie. Je pense qu'ils avaient réussi à sécuriser jusqu'à un certain niveau. Mais depuis quelque temps, puisqu'il a été dit, parce que ça aussi, c'est pour ça que nous dénonçons souvent le discours officiel. Quand des responsables de haut niveau vous disent on a réussi, tout va bien, et le calme est revenu, alors que ce n'est pas vrai. Et ça aussi, ça peut démobiliser les troupes sur le terrain, puisque le discours officiel dit on a réussi, tout est calme désormais. Les troupes qui sont sur le terrain peuvent se déconcentrer, peuvent se démobiliser en disant ils disent que ça va, donc on peut quand même respirer un peu. Ce sont les troupes de professionnels qui suivent les instructions pas forcément des communiqués officiels, mais de leur, on a beau être professionnel, de leur supérieur hiérarchique. On a beau être professionnel, on est d'abord des hommes. Et qui comprennent les enjeux de la communication autour d'une guerre. Oui, mais sauf que si le général peut comprendre les enjeux de la communication, même les enjeux de la communication ne font pas que la communication soit totalement biaisée. Il faut faire attention aussi dans un environnement comme celui-là, de dire des choses qui sont pas justes du tout. Parce que ça peut avoir des effets non seulement sur les forces de défense et de sécurité, mais même sur les populations. Parce que
si les professionnels qui sont les forces de défense peuvent comprendre cette communication-là, les populations ne comprennent pas. Elles comprennent qu'effectivement, tout est calme, donc on peut reprendre une vie normale. Et c'est justement dans cette reprise d'une vie normale qu'ils se font piéger. D'accord. Alors, comment est-ce que la violence et l'insécurité liées à Boko Haram interagissent-elles avec les problèmes déjà existants, tels que la pauvreté, le manque d'éducation, tout cela, comment vous le percevez? La conséquence directe, n'est-ce pas, du lien entre Boko Haram et la situation socio-économique des régions du Grand Nord, c'est le recrutement facile, n'est-ce pas, des jeunes par cette secte islamiste armée. Donc, malheureusement, la situation va en s'aggravant. Vous avez, j'ai discuté avec un opérateur économique qui me disait qu'aujourd'hui, la ville de Kousséri, ils n'y vont plus. Donc, ils s'arrêtent à Maroua, ils déchargent à Maroua, ils ne peuvent pas continuer parce qu'il n'y a pas moyen d'accéder à Kousséri. Ça, c'est à cause du fait des routes ou du fait de l'insécurité? Les routes et l'insécurité, puisque vous savez, quand il n'y a pas la route, bien sûr, vous êtes en insécurité également en même temps. Donc, il disait que certaines personnes, pour accéder à Kousséri, devaient aller passer par le Tchad pour revenir rentrer à Kousséri. Ça coûtait très cher. Et voilà. Donc, pour vous dire que la situation socio-économique, malheureusement, parce que nous pensions, nous, société civile, que, ayant constaté qu'il y avait quand même un lien entre la pauvreté dans cette région-là et, n'est-ce pas, l'installation, bien l'entrée de Boko Haram, nous pensions que le gouvernement devait prendre des mesures pour quand même endiguer la pauvreté dans ces régions-là. Malheureusement, non. La question des infrastructures routières qui continuent de manquer, la question des écoles qui continuent de manquer, et avec pour conséquence directe la question de l'insertion économique et sociale, n'est-ce pas, des populations de ces régions-là, affecte malheureusement la vie dans ces régions-là et expose du même coup ces personnes-là au recrutement par des groupes armés. Justement, quels sont les efforts de sensibilisation à faire davantage pour que ces jeunes ne se laissent plus aller à ces tentations-là? Je ne pense pas que ce soit une question de sensibilisation. Okay. Il faut simplement que ces localités-là soient développées. Qu'elles soient développées, qu'il y ait des écoles, qu'il y ait, n'est-ce pas, comment je vais dire, qu'il y ait des issues économiques, qu'il y ait des possibilités d'insertion dans ces localités. C'est d'abord la base. C'est parce qu'on peut circuler facilement, c'est parce qu'on peut aller à l'école facilement, c'est parce qu'on peut, n'est-ce pas, après l'école, trouver un emploi facilement, qu'on peut après être sensibilisé pour ne pas se laisser instrumentaliser ou bien recruter par un groupe armé. Mais si vous n'avez même pas moyen de circuler, moyen d'aller à l'école, moyen d'avoir un emploi, la sensibilisation devient difficile. Donc on est dans une situation où l'élément primordial et fondamental va être, n'est-ce pas, de construire, n'est-ce pas, des infrastructures dans ces localités-là, n'est-ce pas, pour que les gens se sentent l'envie d'y être, se sentent à l'aise, se sentent intégrés sur le plan national, pour que vienne ensuite la sensibilisation. Parce que pourquoi est-ce que Boko Haram arrive à trouver des adhésions? C'est parce qu'il y a des gens qui écoutent le discours, qui semblent dire le format économique qui est imposé par nos gouvernants est lié à l'Occident et donc ne permet pas aux gens de s'épanouir. Et donc, si vous voulez que ça change, il faut venir vers nous pour qu'on booste dehors, n'est-ce pas, ces gens-là qui sont attachés à l'Occident et donc ne vous permet pas de vous épanouir. C'est ça le discours. Et donc, pour casser ce discours, il faut donc modifier notre format de système de gouvernance, n'est-ce pas, qui doit permettre désormais aux gens, n'est-ce pas, de se sentir intégrés sur le plan national à travers des infrastructures qui existent. Comment comprendre qu'aujourd'hui, malgré des images qui sont souvent diffusées par la télévision, les réseaux sociaux et autres, il manque cruellement d'infrastructures routières dans l'extrême nord. Comment comprendre qu'aujourd'hui encore, vous avez des enfants qui vont à l'école, n'est-ce pas, qui font l'école à l'extrême nord, assis sur des pierres.
pour suivre des cours. Comment vous pouvez comprendre ça alors que depuis des années, on explique que c'est justement parce que ces gens sont en souffrance, n'est-ce pas, comme ça, qui sont facilement, n'est-ce pas, repris par des groupes armés et donc ça ne peut pas fonctionner, de sensibiliser tout simplement. Alors, sur l'initiative du gouvernement et des autres acteurs internationaux, quelles sont les suggestions qu'on peut faire en plus pour améliorer cette situation-là? Nous, on préconise toujours le dialogue. Okay. Le dialogue parce que le dialogue pas avec Boko Haram, le dialogue avec les populations, avec les responsables, avec les leaders, n'est-ce pas, qui sont là-bas et qui sont bien connus. Et nous autres, en tant que leaders associatifs, nous recommandons toujours au gouvernement d'essayer de rapprocher des associations. La société civile a cet avantage, non seulement de disposer de l'expertise, mais surtout d'être toujours, n'est-ce pas, disponible pour apporter sa contribution sans exigence financière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous appelez les associations, vous dites, écoutez, il y a un problème dans cette ville, il faut qu'on se retrouve pour en débattre, pour en discuter. Aucun leader ne va vous mettre en avant la question financière. Il va vous demander s'il y a quelque chose. S'il n'y en a pas, il va quand même se débrouiller pour être là. C'est ça l'avantage de la société civile. Et quand il s'agit d'un intérêt social, d'un intérêt collectif, la société civile se rend toujours disponible. Et l'avantage aussi de la société civile, c'est que la société civile se trouve partout. Je ne connais pas un village où il n'y a pas d'association. Ça veut dire que dans toutes ces localités-là, vous pouvez trouver un leader associatif. Donc il y a tout au moins une expérience de communication sociale, une expérience, n'est-ce pas, de sensibilisation, d'éducation et autres, qui peut donc contribuer, n'est-ce pas, à nourrir la réflexion sur comment on fait pour en sortir. Moi, je pense qu'on n'avons pas de clés, n'est-ce pas, qui permettent d'en sortir, n'est-ce pas. Nous pensons qu'il faut savoir s'asseoir, dialoguer, discuter, réfléchir ensemble pour trouver des solutions. Ça se passe comme ça dans tous les pays du monde entier. Il n'y a pas des experts qui s'assiedent dans un lieu pour trouver des solutions aux problèmes qui se trouvent dans un autre lieu. Non, c'est les populations, ce sont les personnes, c'est les publics concernés par le problème qui s'asseyent, n'est-ce pas, animés par des expertises locales et d'ailleurs pour construire des réflexions qui permettent de trouver des solutions durables. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous pensez à un moment donné, comme ça se fait malheureusement chez nous, que les gens vont s'asseoir à Yaoundé, vont réfléchir, vont réunir des experts et vont dire non, dans telle localité à l'extrême nord, on va trouver la solution, ça ne marchera pas, malheureusement. On a encore une trentaine de minutes, on va aborder les questions du processus électoral, notamment en vue de la présidentielle de 2025 et qui c'est derrière, si on peut, les questions de droits de l'homme. Avant, je vous propose cet autre reportage qui revient sur la convention signée entre le gouvernement à travers le Premier ministre et l'entreprise Prométal pour plus d'emplois dans le secteur, mais surtout la disponibilité d'un certain nombre de matériaux offerts, ou du moins que propose cette entreprise. Suivez plutôt. Un projet aux retombées illimitées pour le Cameroun. Il s'agit de la promesse de 450 emplois directs, 1000 emplois indirects, environ 6,3 milliards de TVA par an au profit de l'État. Un investissement à 88 milliards qui va voir la production des produits aluminium finis à plus de 60 000 tonnes. Ceci vient compléter la filière bauxite aluminium. Et je suis fier de vous annoncer que ceci rend le Cameroun le pays premier en Afrique qui va avoir une filière complète de bauxite aluminium en 4 phases. La construction d'une nouvelle usine de production à Douala permettra par ailleurs de réduire les importations et d'approvisionner le marché sous-régional. On pourra donc avoir à disposition des tôles, qu'il s'agisse des tôles en alu ou des tôles prélaquées, en fonction des besoins de chaque Camerounais qui voudra se construire une maison, un logement. De bout en bout, nous n'aurons plus besoin d'avoir importé des bobines de tôles. Le projet, estimé à 88 milliards de francs CFA, est porté par le groupe Prométal à travers sa filiale ProAlu qui s'est officiellement engagée. La capacité d'Alucam en lingots, elle est suffisante, mais non pas assez en bobines de tôle. On vient en apport avec Alucam, en tant que partenaire bien sûr,
et en tant que client à l'UQAM sur les matières premières, de les accompagner à augmenter la production des bobines de tôle aluminium, de produire aussi la tôle pré-laquée, qu'elle soit aluminium en acier, parce que c'est un produit importé à 100%. Et il y a encore l'usine des câbles électriques moyenne et haute voltage qui doit aussi contribuer à l'avancement des matériaux de construction qui sont made in Cameroun. La convention qui acte ce partenariat signé à la primature est ainsi validée par le chef du gouvernement, Joseph Diongouti. Philippe Danga est notre invité, je le rappelle, il est le coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir. Philippe, parlant des présidentielles de 2025, à ce jour, quelle évaluation sur les préparatifs pourrez-vous en faire et surtout, quelles sont les préoccupations qui se dégagent au moment où on réalise cette émission concernant ces élections-là? Alors, justement, la première préoccupation, c'est qu'on n'a pas de visibilité. C'est-à-dire, on sait que l'élection aura lieu en octobre. On sait que théoriquement, l'élection aura lieu en octobre, mais même si vous faites un tour dans les agences d'élection de Cameroun, ils vous diront, oui, on sait que c'est l'année prochaine, mais bon, matériellement, il n'y a pas quelque chose de clair qui se... Et mais nous sommes un peu plus de 12 mois, donc je veux dire que la question matérielle... Dans un pays normal, eh bien... nous ne sommes pas dans un pays anormal non plus. Ah non, nous sommes bien dans un pays normal. Non, quand je dis pays normal, c'est un pays où les institutions fonctionnent normalement. C'est bien le cas chez nous. Il s'agit de notre pays, non, mais notre pays... C'est bien le cas du Cameroun, non? Non, notre pays a un gros souci. Et les camps fonctionnent normalement? Ah, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que, oui, parce que c'est une institution que nous côtoyons. Ça nous est arrivé, nous, de poser des problèmes d'élection de Cameroun, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les gars, ils veulent bien travailler, mais ils n'ont même pas les moyens de travailler. Ça nous est arrivé, à travers nos sources, de réaliser que souvent le budget est mis à leur disposition très tardivement. C'est déjà, ça arrive. Donc c'est pour ça que je dis que vous pouvez avoir, notre pays a la particularité d'avoir des institutions, mais de se débrouiller à mettre des mécanismes en place pour empêcher à ces institutions de fonctionner. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas un pays normal. Et vous avez une institution qui est là, qui existe, mais elle ne fonctionne pas. Oui, parce que peut-être, est-ce qu'on met des mécanismes en place pour empêcher que peut-être qu'il y a... Bien sûr. Comment cela? Pendant longtemps, à l'élection de Cameroun, vous avez eu un président et un directeur général qui ne s'attendaient pas du tout. Oui, je ne vais pas citer le nom. Mais je veux dire vous savez pourquoi? Non, mais c'est fait exprès. Non. Puisque dans la loi, mais je vous explique. Laissez-moi expliquer peut-être. Je vous explique. Dans la loi, c'est prévu que ce soit comme ça. C'est-à-dire c'est prévu que le président soit nommé par le président de la République, de même que le directeur général. C'est-à-dire vous avez deux responsables qui vous disent, écoutez, moi, je tiens ma place du président de la République. L'autre dit, moi aussi, je tiens ma place. Oui, mais est-ce que le fait que les deux responsables soient nommés par la même personne est un mécanisme pour créer des conflits? Bien sûr. Le PCA, par exemple, d'une entreprise et le directeur général sont nommés par la même personne, mais chacun a ses prérogatives qui sont bien définies. Justement. Vous voyez que c'est bien défini et donc ce n'est pas la même chose avec le président du conseil électoral et le directeur général. Parce que là, vous avez affaire à deux personnes, n'est-ce pas, qui, un, est politique, l'autre est plus technique. Oui, mais les prérogatives sont définies pour chacun. Oui, mais sauf que le président du conseil, qui devrait être le patron, n'est-ce pas, de l'institution, peut se voir un certain nombre d'initiatives prises par le directeur général sans avoir besoin de passer par lui. C'est un problème. Oui, mais bon, mais je veux dire que là, maintenant, il revient peut-être aux personnalités nommées de savoir s'ajuster. Vous comprenez donc que quand on met le mécanisme, ça devient une personne de deux personnes qui disent OK. Même comme on a prévu qu'on peut ne pas s'entendre, nous on peut s'entendre. J'avoue, j'ai du mal à comprendre. Je vous laisse poursuivre. Non, parce que je vous dis qu'on a eu des exemples concrets. Si aujourd'hui, il faut dire le directeur général, M. Sousset, le président Eno Abraham, semblent s'entendre. Je dis semble parce que je ne suis pas dans leur cuisine, mais en tout cas, ils affichent, n'est-ce pas, une bonne collaboration. Ça n'a pas souvent été le cas avec les autres avant. Simplement parce qu'il y a des prémices de conflit. Je vous explique une situation. Vous savez que
quand le conseil électoral s'est réuni, le secrétaire, c'est le directeur général. Oui. Et la loi dit que le rapport doit être visé, non seulement par le président, mais aussi par le DG. Ça veut dire que si le DG n'est pas d'accord avec le contenu, n'est-ce pas, de ce rapport-là, il ne vise pas. S'il ne vise pas, ce rapport n'est pas valide. Oui, oui. Vous pouvez ne pas considérer ça comme étant un problème, mais je vous explique que c'est un problème parce que ça a déjà créé des problèmes par le passé avec un directeur général et un président du conseil électoral qui ne s'entendait pas du tout parce que chacun défendait qu'il avait du pouvoir pour mener un certain nombre d'initiatives. Donc, ce sont des faits. Ce sont des faits. C'est pour ça que quand vous mettez en place des mécanismes qui appellent, n'est-ce pas, à l'attitude des individus, ce n'est pas normal, monsieur Dipita. C'est-à-dire que si le patron de votre maison, de votre média, ne définit pas clairement les rôles des uns des autres et que il joue sur le fait que, bon, ils vont s'entendre, c'est pas bon dans une société. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas une société normale. Une société normale, on ne laisse pas que les personnes, que les individus s'entendent. On prescrit, on prévoit, n'est-ce pas, un contenu de fonctionnement qui, justement, anticipe sur les conflits potentiels. Or, ce n'est pas tout à fait. Nous, on a même encore, vous avez le directeur général adjoint qui a aussi des prérogatives qui lui viennent directement du président de la République. C'est un problème. Donc, pour vous dire que... Mais bon, ça n'enlève pas que nous sommes un pays normal. Je vous laisse poursuivre. Bon, c'est mon avis, évidemment, c'est mon analyse, c'est le regard que nous avons sur notre société. Quand je vous dis donc le premier problème que nous pose l'élection présidentielle, c'est l'absence de visibilité. Alors, cette absence de visibilité est renforcée par, n'est-ce pas, le renforcement, n'est-ce pas, du rétrécissement de l'espace civique et politique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les partis politiques qui, justement, commençaient à animer l'espace pour qu'on se rende compte que, il y a la présidentielle en 2025, sont en train d'être matraqués. Et donc, leur fonctionnement étranglé. Vous avez des leaders, n'est-ce pas, comme je vais le dire, Cabral Libi, qui avait son congrès il y a quelques mois, en début d'année, dont il n'a pas pu faire son congrès parce que ce congrès a été interdit, qui devait lancer sa machine. Parce qu'à partir de ce congrès-là, où il devait être confirmé comme potentiel candidat aux prochaines élections, eh bien, ça n'a pas été fait. Et donc, aujourd'hui, il est à cheval entre se préparer pour la prochaine présidentielle et régler le problème interne de son parti. Vous voyez, ça aussi, c'est un système qui nous empêche d'avoir la visibilité sur l'avenir. Oui, mais le cancer est venu de son propre parti. Je veux dire que c'est une crise interne au parti. Non. Comment cela? Je suis désolé, ce n'est pas une crise interne au parti. Monsieur Robert Konan n'est pas externe au parti? Il est externe au parti. Bon, peut-être après crise, quand il a été, bien sûr. Quand il était suspendu. Bien sûr. Au moment où la crise a commencé, c'était bien quelqu'un du parti. C'était bien quelqu'un du parti et qui n'avait aucune influence sur le fonctionnement du parti, encore moins sur le bureau. C'est ça. Donc, il ne pouvait pas se permettre, lui, en tant que membre du parti, n'est-ce pas, d'obtenir l'interdiction du congrès du parti. Dès lors qu'on est arrivé à ce niveau-là, vous comprenez que c'est pour ça que je vous dis qu'on est un pays quand même qui a du mal à se considérer comme un pays normal. Donc, voilà une situation qui empêche d'avoir de la visibilité. Vous avez d'autres candidats, donc, que ce soit le MRC et tout, qui se projetaient, n'est-ce pas, en mettant en place une coalition des partis, n'est-ce pas, qui se sont vus interdire de se déployer au nom de leur coalition. Vous voyez? Donc, quand vous avez donc ces actes-là, qui sont des actes des administrations avec à la tête des personnes appartenant à un parti, étant aussi des hauts cadres dans un parti, c'est un problème. Ça empêche d'avoir de la visibilité. Parce que la question que vous posez sur quelle est la visibilité, comment nous voyons, justement, on ne peut pas s'exprimer là-dessus parce qu'on ne sait pas qui sera quoi. Même au sein du parti au pouvoir, vous avez plusieurs sons de cloche. À un moment donné, vous avez eu le fils du président qui s'est déployé... Mais le débat n'est pas identique à partir du moment où on sait que les textes de leur parti prévoient qui d'emblée est candidat. Mais ça c'est vrai, mais sauf que on a aussi vu qu'il a pris une carte de l'année dernière du parti. Donc ça montrait quand même qu'il entrait dans le parti.
s'il entre officiellement dans le parti, ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Ce sont des conjonctures. Bon, voilà, donc ça aussi on l'a vu. On a vu que voilà, il y avait cette rumeur qui courait, oui, il va remplacer son père, c'est possible et tout. Et ça aussi, ça laisse planer le doute, même au sein du parti au pouvoir. Aujourd'hui, bien qu'il y ait des gens qui s'élèvent pour dire nous c'est notre candidat, nous soutenons la candidature du président, mais on sait très bien que c'est en réalité une façon de dire parce que ce parti également n'arrive pas à se prononcer sur qui va porter notre flambeau en 2025 parce que eux aussi, même le propre congrès, s'interroge sur. Donc, voilà donc je vais dire des actes et des faits, n'est-ce pas, qui empêchent d'avoir une bonne visibilité sur 2025. Mais on sait qu'il y aura 2025 dans tous les cas. On sait qu'il y aura 2025 dans tous les cas. On sait qu'il y aura une élection présidentielle dans tous les cas. Ça aussi, c'est une réalité. Elle peut être anticipée telle que c'est prévu par la Constitution. Je ne le souhaite pas en cas de disponibilité du président. Mais si on considère que le président sera encore avec nous en 2025, on peut donc considérer qu'il y aura forcément élection présidentielle en octobre 2025. Maintenant, l'autre souci majeur, c'est le système électoral que nous décrions. Vous savez qu'en 2018, à la dernière élection présidentielle, on est sorti de là avec un conflit assez grave qui a vu des milliers de personnes arrêtées, détenues. Certains sont encore détenus jusqu'aujourd'hui. Certains ont des procès qui ne sont pas achevés jusqu'aujourd'hui. Donc on peut considérer que c'est un conflit non achevé à l'heure où nous tenons cette émission. Monsieur Dipita, comment comprendre qu'en 2018, à la dernière élection présidentielle, il y a eu une situation de crise grave due à un système électoral, à des imperfections reconnues par tout le monde, et que nous soyons en train d'aller à la prochaine élection sans avoir vidé le contentieux de la dernière élection présidentielle. Mais la Cour constitutionnelle a tout dit là-dessus. Oui. Le schéma est passé. Oui, sauf que il y a encore des gens qui sont en procès du fait qu'ils contestent ce résultat. Donc c'est ça le problème. Mais les lois prévoient le cadre de contestation et certainement que... ça n'empêche pas qu'ils sont en procès du fait de la contestation de cette élection et que le procès n'est pas encore achevé. Donc je ne peux pas, vous et moi, nous ne pouvons pas, étant donné que le procès n'est pas encore achevé, dire qu'on ne leur donnera pas raison. Mais sauf que nous sommes en train de nous rendre à la prochaine élection sans avoir justement vidé entièrement le conflit dû à la contestation des résultats de la dernière élection. Pour nous, c'est un problème. Un gros problème. Un gros problème reconnu au niveau international parce que le Cameroun est passé en novembre dernier à Genève à ce que l'on appelle l'examen périodique universel. J'explique pour que les téléspectateurs comprennent. Les pays, n'est-ce pas, adhèrent à des instruments internationaux, comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et donc, ce pacte-là, la mise en œuvre de ce pacte est examinée par une instance, n'est-ce pas, à Genève, au Conseil des droits de l'homme, à Genève, par un comité de l'examen périodique universel. Ce sont d'autres acteurs, d'autres pays en comité qui examinent, donc qui interrogent, n'est-ce pas, chaque pays, n'est-ce pas, sur son niveau de mise en œuvre, n'est-ce pas, de ces instruments-là, et surtout sur, n'est-ce pas, les critiques qui sont portées par d'autres acteurs dans le pays. Donc, au dernier examen périodique universel, on a encore rappelé au Cameroun la nécessité de revoir, n'est-ce pas, sa loi électorale. Et on a on va dire des articles spécifiques qui ont été mentionnés. On peut vous parler de ce fameux, comment on appelle ça, PV, dont il a été recommandé, n'est-ce pas, de modifier tout au moins, n'est-ce pas, cette clause qui dit que seul le PV de l'organe de gestion électorale est pris en compte en cas de conflit. Parce que ça crée effectivement des soucis de transparence. Donc, c'est au niveau des Nations Unies qu'il a été demandé. Comme il y a d'autres faits dont on demande de revoir, le bulletin unique, l'âge électoral, il y a plein de choses, n'est-ce pas, qui sont demandées au niveau international pour que le Cameroun puisse réviser.
Et nous, on est très inquiets de voir que nous sommes en train d'aller vers justement la prochaine élection présidentielle sans qu'on ait revu, n'est-ce pas, ces clauses qui sont contenues dans les lois et qui sont des clauses conflictuelles. Okay. Je rappelle quand même aussi qu'en 2013, le président de la République lui-même, M. Paul Biya, avait reconnu que notre processus électoral était perfectible et qu'il fallait prendre des mesures pour le rendre un peu plus acceptable par tout le monde. D'accord. Depuis 2013, rien n'a été fait et d'année en année, on voit que les élections sont toujours entachées, n'est-ce pas, de crise. Donc, voilà des choses qui nous inquiètent. Personnellement, moi, ça m'inquiète et ça nous a d'ailleurs amené à prendre des initiatives. Nous avons, il y a quelque temps, lancé une pétition où on a obtenu près de 6000 signatures demandant à ce que le gouvernement modifie son système électoral. Nous avons déposé cette pétition à la présidente de la République, à la primature. Nous avons demandé une audience au président de la République. On a envoyé une deuxième lettre très récente pour demander une audience au président de la République parce qu'on veut discuter avec, n'est-ce pas, avec si possible lui ou ses collaborateurs sur l'urgence de revoir notre système électoral pour nous éviter, n'est-ce pas, un chaos à la prochaine élection. Sur quel point, quelques-uns? On a quand même retenu un certain nombre de points comme étant des points urgents. Même si pour nous, il faut revoir globalement tout le système. Et ça demande à réunir les acteurs, dont les politiciens, les autres partis politiques, et d'en discuter, sachant bien entendu que les partis politiques réunis autour de l'UDC avaient déjà fait une proposition concrète qui n'a malheureusement pas été acceptée même pour sa présentation officielle. Mais il y a un travail qui est fait, donc nous pensons que ces acteurs doivent s'asseoir pour faire des propositions concrètes pour qu'on sorte définitivement des crises post-électorales. Alors quel défi majeur en matière de sécurité, mais aussi de liberté d'expression pourrait impacter ce processus électoral et même le déroulement des élections en 2025? Justement, le défi, c'est de vouloir confiner les acteurs électoraux au silence. Et nous craignons, depuis quelque temps, nous l'avons dénoncé, nous, généralement, quand ça ne va pas, on fait de conférences de presse, on fait des courriers officiels qu'on adresse aux responsables qui nous gouvernent, dont le président de la République en premier. Et donc, nous sommes très inquiets, n'est-ce pas, du verrouillage de l'espace civique et politique, et notamment de l'espace de la liberté d'expression et de la liberté des médias en même temps. Ça nous inquiète. Parce que vous savez, une élection, c'est le moment idoine de construction de la solidarité nationale. Parce que c'est l'élection qui crée une certaine émulation, qui met ensemble toutes les populations pour qu'elles choisissent les personnes qui vont tenir, n'est-ce pas, leurs affaires durant une certaine période. Absolument. Donc c'est un moment de proximité entre les populations qui demande à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, de la paix. Ce moment de construction de la solidarité nationale peut se transformer en moment de déconstruction de la solidarité nationale. Il peut se transformer en période de crise sociale grave si c'est mal géré. C'est pour ça qu'on recommande à tous les pays de respecter ce qu'on appelle les principes démocratiques d'une élection. Ces principes démocratiques imposent aux États d'assurer la transparence et l'équité. Et la transparence renvoie à ce que les populations soient en capacité de comprendre, de connaître ce qui se passe tout au long du processus. Ça appelle donc à ce que les populations puissent s'exprimer, y compris les concurrents politiques. Donc, dès lors que les concurrents politiques ne peuvent pas avoir un espace pour s'exprimer librement, les populations n'ont pas accès à la bonne information pour pouvoir faire un choix objectif. Et on se prépare au conflit. Voilà comment ça se passe. Or, depuis quelque temps, on voit très bien que les concurrents politiques sont empêchés de s'exprimer. On voit les attaques des partis politiques où on peut se permettre de décider, n'est-ce pas, que vous n'êtes plus le président de votre parti, c'est quelqu'un d'autre qui est le président de votre parti. On a vu, n'est-ce pas, des partis politiques qui ne peuvent pas mener des activités publiques parce qu'on leur interdit, n'est-ce pas, de tenir des réunions, des meetings. On a vu des leaders politiques qui ne peuvent pas,
n'est-ce pas, se prononcer sur quoi que ce soit parce qu'il leur est interdit de se prononcer en tant que président de parti. On a vu des coalitions se mettre en place et être interdits de se déployer sur le terrain. Aujourd'hui, on voit que les médias sont mis à contribution pour verrouiller l'espace de liberté publique, notamment la liberté d'expression. Vous savez, les médias sont au cœur de la démocratie. Les médias sont donc au cœur de la construction d'un processus transparent et démocratique. Parce que c'est le média qui porte le message des concurrents politiques. Et c'est le média qui permet aux citoyens d'avoir accès à la bonne information, parce que cette information est acquise par les journalistes, traitée et mise à la disposition des citoyens pour qu'ils puissent se prononcer objectivement. Or, si le média n'existe plus, ou alors ne permet plus, ne joue plus son rôle d'espace ouvert permettant aux concurrents politiques de s'exprimer, eh bien, le citoyen n'a pas accès à la bonne information et ça crée un souci. Et nous, aujourd'hui, nous avons de bonnes raisons de craindre que cette tendance à vouloir étouffer le peuple en verrouillant tous les mécanismes de liberté d'expression qui existent, à fermer l'espace civique, à fermer même l'espace numérique. Parce que vous savez, le cas du jeune Ngombe qui a été happé parce qu'il s'est exprimé dans les réseaux sociaux juste pour dire qu'il faut que les choses changent. Non, je ne sais pas. Il n'a pas été happé parce qu'il s'est exprimé. C'est sur ses propos qu'on l'a repris, il faut le dire aussi. Jusqu'à preuve du contraire, je ne trouve pas dans ses propos quelque chose qui aurait expliqué qu'il soit kidnappé, entre guillemets, comme ça a été. Le problème au tribunal, c'est certainement que la justice rendra des comptes. C'est pour ça que je dis que, jusqu'à preuve du contraire... Vous n'êtes pas juge non plus. Non. Voilà. Je dis, c'est mon opinion. D'accord. J'ai le droit d'avoir une opinion sur un fait. Je n'ai pas dit. Nous ne nous sommes pas opposés à ce que... Nous nous sommes opposés au fait qu'il soit... entre les mains de la justice, on attend certainement... Nous nous sommes opposés au fait qu'il soit pris comme il a été pris parce que on est... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on est un pays qu'on ne peut pas prétendre qu'il soit vraiment normal parce que sinon, on ne vous piège pas, monsieur Dipita. Si vous avez commis une faute, il y a justement des canaux officiels qui existent pour que vous puissiez répondre de vos actes. On n'a pas besoin de vous piéger, de vous prendre comme un brigand ou bien un gangster. Donc, quand donc des jeunes comme ça ne peuvent plus s'exprimer librement, même dans les réseaux sociaux, ça commence à poser un problème. Quand des leaders des partis politiques, les leaders ne peuvent plus s'exprimer librement sur leur vision, parce que si vous êtes leader et que vous donnez votre opinion sur la qualité de la gouvernance, ça ne peut pas être considéré comme une attaque ou bien une violation, n'est-ce pas, des institutions. Non. Parce que c'est votre droit de dire ce que vous pensez de la qualité de la gouvernance. Les autres doivent vous opposer une information contraire pour vous confondre. On ne doit pas utiliser les institutions publiques, n'est-ce pas, pour matraquer les citoyens et empêcher, n'est-ce pas, la liberté d'expression de ce mouvement. Parce que l'UNESCO, qui est l'agence des Nations Unies qui protège les médias et les libertés, la liberté d'expression, considère, si vous voulez, la liberté des médias comme un bien public à protéger. D'accord. Ça veut dire qu'en réalité, un pays normal qui veut travailler et construire la paix doit protéger les médias. Les médias doivent être la source, n'est-ce pas, d'information et de formation des citoyens. Alors, la source d'information et de formation des citoyens, ça veut dire quoi? Jusqu'ici, moi j'ai vu les débats à la télé, à la radio, où des gens, ce sont toujours des débats contradictoires. Je ne connais pas une seule radio qui a souvent un débat orienté. Vous avez toujours, n'est-ce pas, les partis dits de l'opposition, vous avez souvent la société civile, et vous avez souvent le parti au pouvoir sur les plateaux. Ça veut dire que ça permet aux citoyens de pouvoir écouter les uns les autres. La question souvent également sur les propos tenus par les uns et les autres. De faire comment? La question est souvent revenue sur les propos tenus par les uns et les autres, pas forcément sur la représentation. Maintenant, je ne pense pas que jusqu'ici les médias, encore que une opinion, c'est une opinion. Si je pense que le Cameroun est très mal gouverné, c'est mon opinion. Maintenant, je vais associer à mon opinion des faits pour être un peu plus convaincant. D'accord. Si vous pensez le contraire, vous allez le dire, on va débattre. Mais on ne peut pas, parce que quelqu'un a été invité et a dit sur un plateau que le Cameroun est mal gouverné
considérer que le média a offert un espace à quelqu'un pour, n'est-ce pas, ternir l'image du pays, parce que la gouvernance d'un pays n'est pas le pays. C'est votre opinion. Alors, il nous reste 5 minutes. Quelques mots peut-être sur la situation des droits de l'homme au Cameroun en termes de diagnostic et surtout quelles sont les principales préoccupations concernant les droits de l'homme. D'abord le diagnostic. La première préoccupation, c'est le verrouillage de l'espace public. Okay. Parce que les libertés publiques sont fondamentales. On dit en matière de droits de l'homme que la liberté d'expression, c'est la mère de tous les droits. Ça veut dire que s'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas les autres droits. Donc, c'est la première préoccupation. Et ça s'aggrave au fur et à mesure que nous avançons vers les échéances électorales. Et c'est très inquiétant. La deuxième inquiétude en matière de droits de l'homme, ce sont les exactions dans les unités de police et de gendarmerie. Nous avons documenté ces 3 dernières années 44 cas de torture, de menaces diverses dans les lieux de détention, les unités de police et de gendarmerie, avec mort d'homme. C'est énorme. C'est énorme et ça nous inquiète. Le traitement des citoyens dans ces unités-là. Ce n'est pas généralisé, heureusement. Mais il y en a encore, n'est-ce pas, des commissariats ou des gendarmeries où on pense que quand vous y entrez, accusé d'avoir commis un acte répréhensible, on doit vous torturer. Ça, c'est inadmissible. Et malheureusement, ça débouche souvent sur mort d'homme. Donc ça, c'est très inquiétant de voir ça. La question de la corruption également, qui affecte la vie civile, qui affecte notre système judiciaire. Parce que là aussi, c'est un problème. Si vous avez de l'argent, eh bien, vous avez la justice avec vous. Très souvent, c'est le cas. Et donc, pour résumer, il y a ces deux, n'est-ce pas, situations qui me semblent suffisamment inquiétantes pour nous. Les libertés publiques qui doivent être préservées, qui doivent être protégées, et le traitement des personnes dans les unités de police et de gendarmerie. On ressort par cette question. Comment les médias et les réseaux sociaux influencent la perception des droits de l'homme au Cameroun? Les médias et les réseaux sociaux perçoivent... Comment est-ce qu'ils influencent la perception de la gestion des droits de l'homme? Ils influencent la perception parce qu'ils rendent compte. Ils rendent compte, les médias rendent compte de ce qui se passe, permettent aux citoyens de s'exprimer. Les réseaux sociaux, plus que les médias encore conventionnels, sont un espace où le citoyen peut s'exprimer librement, en tout cas peut s'exprimer et dire ce qu'il voit. Et donc, à partir de là, vous avez donc une opinion qui se construit sur des faits. Parce qu'aujourd'hui, quand vous torturez quelqu'un, vous menacez quelqu'un, les réseaux sociaux reprennent ça rapidement, partagent. Et il y a un grand nombre de personnes qui sont informées de ce qu'il y a une personne à tel endroit qui a été victime d'une violation. D'accord. Ce que les médias aussi font. Donc du coup, vous avez quand même ces deux, je vais dire, entités, ces deux instruments combinés qui aujourd'hui ont une grosse influence effectivement sur la perception du Cameroun en matière des droits de l'homme. Je pense que ce n'est pas un hasard si on commence à matraquer aujourd'hui les médias et les réseaux sociaux. Malheureusement, je dois dire à nos gouvernants que ça ne va pas servir notre pays. Plus on va attaquer les médias, plus notre pays va prendre un coup en matière de perception, n'est-ce pas, justement, des droits de l'homme. Plus on va traquer les gens dans les réseaux sociaux, plus notre pays va prendre un coup comme un pays, n'est-ce pas, qui viole et piétine, étrangle les libertés publiques en allant jusqu'à dans les milieux, n'est-ce pas, numériques pour traquer des citoyens. Philippe Nanga, merci d'être venu présenter à nos téléspectateurs le regard que votre organisation non gouvernementale jette sur la gouvernance dans notre pays, évidemment dans sa marche vers la démocratie et le développement. Je voudrais quand même pour conclure dire que la société civile s'organise. D'accord. Elle s'organise et depuis quelque temps, le REDAC a mis en place un espace, une sorte de coordination, une plateforme qui réunit un certain nombre d'avocats de renom qui font partie de cette plateforme-là et des leaders associatifs qui font partie de cette plateforme-là pour permettre à ce que toutes les questions de violation soient prises en charge assez rapidement par ces avocats-là et par ces leaders et qu'on essaye de travailler à contenir la répression que vivent les Camerounais. Donc, je voudrais appeler ici les citoyens camerounais à rester vigilants, à soutenir les initiatives de la société civile, n'est-ce pas,
à nous contacter chaque fois qu'il y a un souci pour qu'ensemble nous puissions protéger notre pays. C'est ça, c'est important. Nous devons tous travailler à protéger notre pays contre ceux qui pensent le détruire par un système de gouvernance qui ne correspond pas du tout à nos idéaux. Merci encore. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi d'entrée. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.